Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bress. Votre invité ce matin, Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Aujourd'hui, Donald Trump est officiellement investi président des États-Unis. On en parlait dans le journal, on va en parler ensemble. Mais d'abord, un mot de cette actualité aussi au Proche-Orient avec la libération hier de 3 otages israéliennes par le Hamas. Est-ce qu'il faut justement y voir une première réussite de Trump ? En tout cas, c'est visiblement d'abord le signe de son retour au pouvoir, parce qu'évidemment, on ne peut pas décorréler cet événement. Il y a un lien très clair. Dont on se félicite évidemment, avec évidemment en prenant garde de bien vérifier à ce que maintenant tout s'applique comme prévu. Mais enfin, c'est incontestablement un soulagement, et c'est vrai qu'il a certainement pesé de son poids. Le Trump qui revient aujourd'hui à la Maison-Blanche, c'est aussi le Trump qui lorgne le Canada, le Groenland, le canal de Panama. Est-ce qu'il y a chez lui, aujourd'hui, en 2025, quelque chose d'un Vladimir Poutine qui, lui, a envahi l'Ukraine ? Non, Vladimir Poutine, il est clairement en guerre contre l'Europe. Enfin, sur notre territoire, c'est clair. Et Trump, il n'est pas dans une autre guerre face à l'Europe ? Notre ennemi, il faut le dire les choses comme elles sont très clairement ce matin. Notre ennemi, c'est évidemment Vladimir Poutine, et on le vit, nous autres Européens, tous les jours en Europe. Bien entendu, à travers évidemment la guerre d'agression qu'il mène en Ukraine. Mais est-ce que pour autant on peut qualifier Trump d'allié dans ce cas-là Trump, on le sait, il est transactionnel. Vous savez, il a décrit de façon très claire comment il fonctionne. Transactionnel, c'est-à-dire il veut des deals. Il a écrit The Art of the Deal, l'art du deal. Donc c'est un livre. Donc c'est sûr, vous le lisez, vous voyez exactement comment il fonctionne. Il pousse très loin le bouchon, et puis après ça, il revient un peu en arrière et vous donne le sentiment d'avoir fait un grand deal parce que vous avez préservé ce qui vous appartient. Donc c'est pas forcément un danger pour nous ? Mais c'est une façon de coopérer, d'avoir des relations. Alors toujours évidemment, je le dis, en étant très fort, très assertif, voire même évidemment en vous choquant un peu, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. Et donc derrière, la réponse pour nous, c'est d'être unis, c'est d'avoir une seule voix, c'est d'expliquer ce que nous sommes, y compris dans la relation, l'alliance, parce que l'alliance transatlantique, elle va demeurer. Il faut en être conscient. Mais les problèmes commerciaux, c'est à nous de les gérer en étant évidemment plus forts que nous le sommes aujourd'hui. Vous avez vraiment la conviction que l'Europe, en 2025, elle est unie à cette investiture tout à l'heure. Il y aura la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Il y aura une certaine droite européenne, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Louis Alliot, pour citer quelques noms de Français. Pour eux, Donald Trump, ce n'est pas le grand méchant loup. Oui, alors ils ne sont pas tous du même niveau, si vous permettez quand même. Non, mais peut-être tous de la même famille idéologique. Voilà, il faut quand même peut-être un peu nuancer. Mais non, l'Europe n'est pas assez unie. Je le dis très clairement ce matin. L'Europe n'est pas assez unie aujourd'hui par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Il faut qu'on s'exprime. Je trouve qu'on a été trop mutique. Il faut que l'Europe exprime ce que nous sommes. Nous sommes une grande puissance. Nous sommes une grande démocratie. 1,5 fois plus grande que les États-Unis en termes de démocratie. Et donc nous devons être un grand partenaire. Un grand partenaire, ça veut dire être conscient de ce que nous apportons, de ce que nous sommes. Et non pas évidemment aller faire la queue les uns après les autres pour essayer de négocier je ne sais quoi. L'Europe, sa force, sa puissance, c'est l'unité. Plus que jamais, nous en avons besoin. Il y a un homme que vous connaissez déjà très bien dans cette nouvelle équipe Trump. Je parle d'Elon Musk, propriétaire notamment du réseau social X, qui vous avait qualifié de tyran de l'Europe il y a quelque temps. Il a exprimé un soutien explicite à l'AfD, qui est un parti d'extrême droite en Allemagne. Est-ce que vous craignez une ingérence, une volonté de déstabilisation de Musk par ses réseaux dans les prochaines élections allemandes ? Écoutez, il y a eu un Elon Musk, qui est le grand chef d'entreprise que tout le monde connaît, et on ne peut pas le nier. Et puis il y a celui qui tient des propos politiques. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'est un citoyen, et vous savez, chez nous en Europe, la liberté d'expression, c'est cardinal. Donc on peut dire ce qu'on veut pour peu que ce ne soit pas évidemment... Pas n'importe quel citoyen. Mais peut-être, mais c'est un citoyen. Donc il peut exprimer ses opinions. Nous, en tout cas, en Europe, on l'accepte. À partir de demain, si jamais il est membre du gouvernement américain, s'il parle, il va engager au-delà de sa personne. Mais vous n'avez pas répondu sur le risque sur les élections allemandes, puisqu'il exprime un soutien à l'extrême droite allemande. Est-ce que vous voyez le risque d'une déstabilisation et d'un projet politique ? Eh bien, pour ceci, nous avons encore une fois, nous, en Europe, je le redis, accepté qu'on puisse s'exprimer. Si on utilise maintenant, par exemple, des réseaux sociaux, on sait que ces réseaux sociaux, ils sont régulés, et je suis bien placé pour le savoir, par le DSA, c'est-à-dire qu'on régule l'amplification. Digital Service Act, voilà, c'est une réglementation qui a été mise en place. Et on régule quelque chose que nos téléspectateurs connaissent bien, le fait que quand vous êtes sur un réseau social, vous pouvez avoir des tsunamis d'informations qui sont poussés par des algorithmes. C'est ces algorithmes, effectivement, que nous régulons en Europe pour préserver la liberté d'expression, nos enfants, nos concitoyens. Et donc, si on utilise cet instrument, évidemment, on accepte la régulation. Voilà. Vous participerez ce soir à une soirée d'un mouvement qui s'est auto-baptisé Hello Kit X.
qui est un mouvement qui appelle à quitter l'ex-Twitter. Est-ce qu'il faut quitter X? Non, alors je participe pour dire une chose très précise. Moi, je suis pour la liberté. Et donc, si jamais vous voulez choisir tel réseau ou tel autre, eh bien, il faut pouvoir le faciliter. Et pour ça, évidemment, cette association a créé, avec le CNRS, surtout le CNRS qui m'a invité, et je trouve que c'est très bien, la capacité de pouvoir porter vos données d'un réseau à l'autre. En ce qui me concerne, je le dis très clairement, j'ai été le régulateur. Donc si nous avons mis des lois, c'est pour qu'elles soient appliquées. Et donc, moi, je n'ai absolument pas l'intention de quitter le réseau X, même si, effectivement, je peux voir ici ou là des déviances. Eh bien, ces déviances doivent être corrigées par notre loi. Un mot très rapidement d'un autre réseau, TikTok, suspendu aux États-Unis, mais que Donald Trump annonce vouloir rétablir, avec 50% de l'actionnariat pris par les Américains. Alba Ventura faisait la réflexion tout à l'heure. Pourquoi nous, on ne ferait pas pareil en Europe, de se dire on prend une part de l'actionnariat pour nous? Eh bien parce que nous, en Europe, on est encore une fois un continent où la liberté est cardinale. Vous voyez, on n'aurait jamais pu, nous, faire ce qui s'est fait aux États-Unis, Suspendre le interdire réseau. comme ça, c'est pas possible. Notre loi, le DSA dont on parlait à l'instant, elle permet de préserver la liberté de parole, la liberté d'expression et de contrôler l'amplification, mais pas évidemment de bannir à jamais tel ou tel réseau. Vous avez aussi été ministre de l'économie en France, Thierry Breton. En ce moment, la France cherche toujours un budget. Pour éviter d'être renversé, le gouvernement, avec François Bayrou, a accepté une concession de taille aux socialistes, rediscuter de la réforme des retraites, en tout cas permettre aux partenaires sociaux d'en rediscuter. Est-ce qu'il a eu raison, François Bayrou? Il a rajouté un codicile, si vous permettez. C'est évidemment que l'équation financière ne change pas. Parce que le problème, évidemment, c'est pas tant de mettre un paramètre ici ou là. Et je comprends qu'on soit sensible à ces paramètres. Le problème, c'est de faire en sorte, comme il l'a dit, que le financement des retraites ne plombe pas, je dirais, notre financement global de la France, et en particulier qui soit à la charge des générations futures. Et il a dit très clairement, si jamais on a une capacité de maintenir l'amélioration que peut apporter la réforme des retraites, pourquoi pas? Maintenant, on verra. Mais vous iriez chercher l'argent où pour ce régime des retraites? On va voir. Moi, Non mais vous, votre solution à vous, ça serait quoi? Mais la solution, c'est sans doute de faire en sorte qu'on puisse travailler peut-être plus, mais en nuançant, je dirais, en différenciant d'où on vient chacun. Donc peut-être qu'une mesure, comme on dit en anglais, une taille pour tout le monde est peut-être un peu trop difficile, mais voilà, il faut peut-être qu'il y en ait qui travaillent plus, d'autres qui travaillent moins. On verra bien. Et juste d'un mot, vous dites quoi aux 2 tiers de Français qui se disent inquiets ce matin de la victoire de Trump et de l'investiture de Trump? 2 tiers des Français sont inquiets. Vous leur dites quoi? Je leur dis que tous les 4 ans, ça change aux États-Unis. Et finalement, Donc il faut on être s'adapte. inquiet ou pas? On s'adapte. À charge pour nous Vous êtes adapter. dans les 2 tiers ou pas? Non, je ne suis absolument pas dans les 2 tiers. Parce que vous savez pourquoi? Parce que je crois à la puissance de l'Europe. Peut-être suis-je trop optimiste. Merci beaucoup Thierry Breton. Merci Adrien.